Allez, c'est parti. Donc, merci et bienvenue à Aurélie d'être venue parmi nous aujourd'hui. C'est encore une fois, comme toutes les DADX, un petit coup de cœur. Là, on se fait vraiment plaisir. Donc voilà, Aurélie, c'est quelqu'un de très humain qu'on a rencontré il y a quelques temps à Torrentech, à l'époque où c'était possible de se rencontrer en vrai. Donc voilà, ça nous a fait super plaisir qu'elle accepte tout de suite de venir à une de nos TEDx. Et ce soir, elle va nous présenter le syndrome de l'imposteur. Alors, officiellement, nous n'existerions pas si nos sponsors n'étaient pas là. Donc, on tient à les remercier, notamment AppSitTop et Ascensi, qui sont des ESN de la place de Tours. Ici, c'est Tours, qui est notre nouveau sponsor de l'année et qui fait des très, très chouettes t-shirts. Voilà. Ah, bah t'en as mis un. Classe. Qu'il est beau, le modèle. Et aussi MAM et la West Coast School, chez qui on faisait du coup les interventions de la TEDx quand c'était en présentiel, et on espère bientôt revenir à la normale. Et puis Palo Alto qui nous aide voilà, à prendre des contacts et à organiser toutes ces petites interventions. Encore du monde en salle d'attente, je crois, Mister Philippa. Donc, au niveau calendrier, notre prochaine date, c'est le 17 décembre. Donc, on fait un petit peu de pub pour un petit Rex qui va mettre en scène plusieurs intervenants. Donc, un Rex DevOps bien sympathique qui nous attend. Les copains de la place de Tours, qui sont la FUB Tours, ont déjà une date de prévue. C'est ce... Alors, on est le 16, donc c'est ce jeudi. Un retour sur le forum PHP qui a eu lieu à la rentrée. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, il y a la FUB Day qui se tiendra en 2021. Je n'ai pas encore la date en tête. Mais du coup, les CFP sont ouvertes et si vous voulez faire appel à candidature, vous avez jusqu'au 23 novembre et c'est sur leur site directement. Vous tapez AFUB Day Tours et vous tomberez sur le CFP. Et ne manquez pas aussi les prochaines dates de Tour Jug. Alors, il n'y en a pas encore d'annoncé sur leur site, mais c'est assez régulier, suivez-les. Un petit rappel sur qui on est. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour les prochaines dates de la TEDx. Je vois qu'il y a des lettres qui ont sauté. C'est pas très joli tout ça. Si notre créatrice d'identité visuelle nous voyait, elle nous remontrait les bretelles. Bref, n'hésitez pas à nous suivre pour les prochaines dates. Et nous allons passer la main à Aurélie pour sa présentation. Merci. Ah oui, on a oublié de noter que les questions, c'est nous qui les collections et on les posera à la fin de la présentation si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci, merci. Alors, je repartage du coup mon écran. Hop. Hop. Dites-moi si c'est du coup good ou pas. Impeccable. Merci. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir qui a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur. Alors, vous avez les petites réactions en bas. Les petits... Voilà, vous pouvez laver la main si... Ouais, si. Ouais, quelques-uns quand même, je pense. Ouais. Ah, ouch, attends, il n'a pas voulu. Ouais, c'est bon. Alors, je vais vous poser 3 questions. Levez la main si vous vous sentez concerné par ces petites questions. Avez-vous parfois peur de poser des questions bêtes? Ouais. Bon. Vous sentez-vous à l'aise pour parler plutôt à des juniors, mais pas trop à vos pairs ou à des supérieurs? Un petit peu, ouais. Et la dernière, avez-vous le sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour une personne que vous n'êtes pas, un expert, un gourou, un ninja, une rockstar? Est-ce qu'il y a... Ouais, il y en a quand même. Nickel, merci. Alors, qui je suis moi? Je m'appelle Aurélie Bache, je suis développeuse chez Continental et je change de crèmerie dans quelques jours d'ailleurs. Je suis GDE, donc ça veut dire Google Developer Expert sur les technologies du Google Cloud. Je suis organisatrice de conférences, très investie dans des associations de Women in Tech.
Je rédige des articles techniques et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche en vérité, une impostrice. Bon, on arrête les conneries. On arrête de penser ce genre de choses. Je ne pense pas être la seule personne à penser ce genre de choses et il est temps d'arrêter de penser cela. Stop. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose, alors que la réalité est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes et touche autant les hommes et près de 3% des dirigeants. Il touche tout particulièrement les développeurs, les personnes exerçant un métier technique dans l'informatique. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès malgré tous les efforts qu'elles fournissent pour réussir. Elles s'auto-persuadent même que leur réussite n'est liée que à de la chance et non à leur travail et non à leur accomplissement personnel. De fait, elles vivent en permanence avec un sentiment de duperie et craignent sans cesse que quelqu'un ne les démasque d'un jour à un autre. Vous savez, cette petite voix qui vous dit peut-être que vous êtes moins bien que d'autres personnes, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à apprendre aux autres, que vous êtes nul. Cette petite voix, elle a tort. On va voir quelques tips pour combattre ce syndrome. Règle numéro 1, des connaissances, des compétences, des victoires, tu as. On est très doué en tant qu'être humain pour nous auto-flageller, mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités. Vous pouvez commencer par lister les choses accomplies, les connaissances, les compétences acquises jusqu'à maintenant. Repensez aux journées où vous avez galéré à débugger un problème et vous êtes parvenu à trouver la solution. Même si vous pensez que ce n'était pas grand-chose, c'est très important de s'en rappeler. Pour les mettre noir sur blanc, pourquoi ne pas faire une mind map? Une carte mentale, c'est comme une liste, mais ça fait fonctionner les deux parties de notre cerveau. C'est du coup pratique pour prendre des décisions et dans notre cas, pour savoir où on en est. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Faites partie d'une association, d'une communauté où vous pourrez échanger et communiquer. À titre personnel, être une duchesse m'a permis de me sentir entourée et épaulée d'autres développeuses. Et cela m'a permis de repousser des limites que je m'étais fixées et de réaliser des choses que je n'aurais jamais imaginé avant. On est plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs, auprès d'un mentor, d'un rôle modèle. Règle numéro 3. Partager et contribuer, tu pourras.
rédigez des articles dans votre blog personnel, celui de votre entreprise, dans un site ou un magazine spécialisé. Cela vous permettra de coucher noir sur blanc ce que vous connaissez et vous vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous aurez pensé. Partagez un Rex, présentez un talk au travail, en interne, puis dans des meet-up comme le TEDx, en conférence, et faites-le si vous le voulez, à votre rythme et étape par étape. Vous pouvez par exemple commencer en duo. C'est très enrichissant et cela vous permettra de vous reposer par moment au cours du talk. Vous pouvez transmettre votre passion à des enfants à l'occasion de coding goûter en faisant des interventions dans des collèges, des lycées et ou auprès de personnes en reconversion lors de coding cocktail et dans des organismes de reconversion. Ces échanges seront toujours très enrichissants et pour les autres et pour vous. Vous pouvez contribuer à des projets open source. Vous pouvez commencer par corriger de la documentation, des petites fautes d'orthographe, puis des corrections de bugs et enfin des rajouts de nouvelles fonctionnalités. Une chose très importante en fait qu'on ne dit pas assez, il n'y a pas de petites contributions. Ou tout simplement tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Règle numéro 4, du feedback. Plutôt que de la validation, tu demanderas. Demandez des feedbacks plutôt qu'une validation externe. Il y a une différence. Et donnez-en également sur les sujets sur lesquels vous vous sentez les plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5, du pair programming, tu feras à deux, à plusieurs. Cela permet de monter en compétence, de faire monter les autres également. Règle numéro 6, positiver, tu devras. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir au boulot ou bien en conférence, concentrez-vous sur le positif, sur les personnes bienveillantes qui sont autour de vous. Je vous avais promis des anecdotes, donc voici la première. Lors d'une conférence internationale en avril dernier, après 3-4 mois de travail sur une présentation et tout, j'ai reçu un commentaire, celui-là même, qui m'a fait mais très très mal. Youpi quoi. J'ai eu un mois de réflexion après et je me suis réellement demandé si je devais tout arrêter, si j'étais vraiment capable de parler devant des gens et d'être speakeuse. Heureusement, j'ai écouté les personnes bienveillantes qui m'ont demandé de continuer et je leur en remercie parce que si je suis là, ben, c'est également du coup grâce à ces personnes qui sont très gentilles. Donc, on se focalise sur le positif, ça nous permet d'avancer. Règle numéro 7. D'accepter, tu dois. Une règle très importante. On ne peut pas être un
Cador, en conteneur, en Java, en Rust, en Go, en serverless, en infra, en CI, en CD, en programmation fonctionnelle, en machine learning. C'est impossible. C'est impossible. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Vous vous sentez nul dans un sujet particulier? Cool, parfait. Lisez ce sujet, approfondissez-le un petit peu et vous vous apercevrez que cette petite voix là, ici, là, qui vous embête, disparaîtra petit à petit. Vous avez soumis un TOC et n'avez pas été accepté. Vous n'avez pas eu le job que vous espérez. Ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec et il faut l'accepter. Seconde anecdote. Il y a très longtemps, j'ai voulu faire un master à Toulouse. À l'époque, je vivais à Montpellier. Cela se passe en 2 étapes. Première étape, j'ai été prise sur le dossier. Cool, check. Deuxième étape, je me suis déplacée à Toulouse, du coup, pour un oral. J'entre dans la salle et là, devant moi, je vois une table avec un jury composé de 8 personnes. Alors, je ne vous cache pas que j'ai énormément bégayé, mais vraiment énormément. Et à un moment, un des membres du jury me coupe et me demande de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. C'est super, encore une fois, hein, c'est assez chouette. Donc oui, ça me fait très mal et au final, j'ai pas pu faire de master. Mais ce qui est important à retenir, c'est que je fais quand même un travail que j'aime sans ce précieux bac plus 5. Donc si vous aussi, vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ne vous limitez pas à ça. Oui, c'est plus dur. Oui, on en chie, on va dire, beaucoup plus, mais c'est réalisable. J'ai toujours énormément d'admiration envers les personnes qui se reconvertissent. Elles ont énormément de courage, de motivation. Donc, c'est vraiment top. Donc, si il y a des RH, on va dire, parmi vous, ou des recruteurs, ne vous limitez pas, s'il vous plaît, au bon diplôme dans la bonne école. Car le risque, c'est vrai, de passer à côté de super candidats, de super personnes qui ont la niaque, la motivation et une soif d'apprendre. Et dans un tout autre registre, j'aime tout particulièrement une citation de Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai, on apprend de nos expériences. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler car on se sent seul alors que c'est faux. Je vous assure que la grande majorité des speakers que vous écoutez et que vous admirez souffrent de ce syndrome. Et j'ai été très contente d'entendre ce terme dans un épisode de la série télé The Big Bang Theory. Ça fait plaisir. C'est vraiment très important d'en parler. Ce que ce syndrome vous apporte est, avant tout, l'humilité.
C'est une qualité très importante pour un développeur et pour une personne en général. Si vous ne savez pas répondre à une question, ce n'est pas grave, mais c'est important de le dire. Parce que d'autres personnes sont dans le même cas que vous et n'osent pas le dire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. Cela permet vraiment de prendre confiance en vous. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous-même. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Si. Cela vous permet de monter en compétence, de partager vos retours d'expérience, de faire de la veille technologique et de sortir de votre zone de confort. Alors, n'oubliez pas, arrêtez d'écouter cette petite voix, ou plutôt, utilisez-la. Et n'oubliez pas, vous êtes légitime. Merci. Merci beaucoup Après, à je toi, parle. Aurélie. Oui, ça donne soif de parler, tu as raison. J'ai le soif de parler comme ça. Donc, du coup, je vous invite à lever la main si vous avez des questions. Alors, avant les questions, je tenais à remercier l'équipe des organisateurs du TEDx parce que, honnêtement, vous êtes très bienveillants et comme on est français, on a tendance à râler, à dire quand ça ne va pas, mais c'est quand même très important de dire quand c'est très bien. Donc, merci les gens. C'est super gentil. Merci à toi, Aurélie. Merci. Normal. Donc, Moi, je sais que j'ai pas mal de questions. Tu veux un feedback tout de suite? Tiens, en fait, attends. j'aime les feedbacks. Bon, oui, même ceux qui font très mal, hein, voilà. Mais oui, c'est très important. Donc, du coup, si vous avez des retours, des remarques et tout, n'hésitez pas à me les dire du coup là, donc dans ce Zoom, ou bien sur Twitter, ou bien sur LinkedIn, ou par pigeon voyageur, hein, pourquoi pas. Ah, ça peut marcher en ces temps-ci. Hein. Bah ouais, mais oui, tu vois. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Ça marche. Ce que je vous propose, c'est que vous avez votre petit, justement, réaction, que vous pouvez lever la main si vous avez une question. Moi, je sais que j'en ai, mais je préfère privilégier les questions des participants. Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut se lancer? Du coup, moi, je commencerai juste par une petite remarque. Enfin, j'en ai plusieurs, Aurélie. Là, tout ce que tu as dit, tu l'as orienté informatique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est cruellement présent partout, que ce soit en école. Quand je dis l'école, ça va de la primaire jusqu'à loin, comme tu dis, dans les super master élitistes. Mais c'est vraiment ancré. Et aussi, alors un petit peu moins maintenant, mais dans l'éducation des enfants. Quand tu disais que ça touchait un petit peu tout le monde, c'est vrai. C'est-à-dire que dès qu'on est petit, on aime bien écouter celui qui est le meilleur en classe. Mais celui qui est un peu moins bon, on lui demande un petit peu moins souvent de répondre aux questions. Oui, c'est clair. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est très large et que je pense qu'on peut vraiment rencontrer dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est très bien de se dire, OK, on va se donner les moyens de plus subir ça. Donc, merci. C'est cool. Mais ouais. Un exemple, du coup, moi, c'est mon fils de 10 ans qui souffre de ce syndrome, en fait. Alors, Déjà,
Ouais, ouais, donc voilà quoi. Donc, du coup, oui, ça touche en gros une grande, on va dire, catégorie d'âge, de milieu socio-culturel et compagnie en fait. Tous les Et, métiers aussi, je pense. Parce et que j'ai eu des. Hmm. pardon, comment tu l'accompagnes justement du coup? Je tente de, de faire en sorte qu'il ait plus confiance en lui en fait, car il se trouve nul. Et c'est faux, donc du coup, voilà, c'est un travail, on va dire, de tous les jours, de le réconforter, de le rassurer, de dire ouais, c'est trop bien mon cœur, tu vois. Mais oui, mais c'est très important, voilà. Donc du coup, c'est wouhou, tu vois, c'est la groupie qu'il faut faire des fois. Mais c'est très important en fait, je trouve. Ouais, c'est Pour de l'éducation. ouais, ouais, c'est crevant, oui, oui, tu vois, mais euh, quand même en fait, pour sa confiance, c'est très important du coup. T'as une question, Stéphane? Tu te rapproches du micro par contre parce que sinon on va pas t'entendre. Oui, Bien, cure de bien. magie. Non, oui, je voulais avoir ton avis. En fait, est-ce que tu ne crois pas, alors que ce soit dans l'informatique, mais c'est bien vrai dans l'informatique, que l'hypermédiatisation qu'on a tous, un peu qu'on subit tous, on se croise pas mal sur Twitter, sur LinkedIn, sur tout ça, et où dedans, moi je vois, il y a beaucoup de mestars dont on fait partie d'ailleurs, qui en fait, quelque part, je me dis, est-ce que ça entretient pas le syndrome de l'imposteur pour des personnes lambda comme moi, en se disant, je sais pas, tu vois, quand je vois Philippe qui fait un post technique par jour, j'ai l'impression que je me dis, mais comment il fait pour faire ça? En fait, se dire, moi, j'ai pas la légitimité de mettre un petit post technique parce qu'au final, il y a toutes les stars qui abreuvent un peu tout le courant de posts comme ça, et je me demande si ça joue pas un peu aussi dans le syndrome de l'imposteur au moment où on se dit est-ce que je suis vraiment légitime à partager quelque chose alors que j'ai des gens qui brillent et qui en partagent beaucoup plus que moi, quoi. Et qui sont pourtant bienveillants. Et qui sont pourtant bienveillants. C'est pour ça que c'est plus le système en lui-même, quoi, qui fait que ça s'entretient tout seul, ne serait-ce que quand tu es hyper connecté et hyper documenté en fait. Ouais. Ouais, voilà. Dis-toi en fait que Philippe souffre énormément de ce syndrome en fait, hein. Donc, On a parlé tous les deux déjà, hein, tu vois, donc voilà. Et oui, il se trouve nul. Oui, 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 oui. Donc du coup, voilà, c'est non. Dis-toi que tu as ta place, que que tu as le droit de tweeter en fait ce que tu trouves, et au contraire en fait, c'est vraiment très important de partager les choses. Donc du coup aussi, fais-le en fait. Tu n'as pas à te comparer du coup avec ceux qui sont en plus, on va dire peut-être suivis, en plus, on va dire vu en fait. Partage, c'est très important, tu vois. Do it, allez. Fais-le. on fera de la pub d'ailleurs, le 26 novembre. Oui. Codeur en scène. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais oui. c'est pour ça on ose, mais c'est vrai on a toujours cette, c'est cette lumière qui nous gêne des fois en disant bah non, non, on ne va pas oser aller plus loin. J'ai une question Merci, dans les participants. Ce syndrome vient d'où? De la pression sociale, d'une mauvaise expérience personnelle, d'une comparaison permanente? Et y a-t-il un lien à faire avec les drivers de l'analyse transactionnelle? Ah, Oula, je crois qu'on peut oula, piocher un peu partout. je suis pas bien. Alors d'une, je suis développeuse, pas psychologue ou docteur en analyse transactionnelle. Ah, ça va pas le faire. Alors attends, c'était quoi la question? Ce syndrome vient d'où? De la pression sociale?
Ah, alors en fait, je pense que ce syndrome est quand même très, très lié à la confiance, en fait, en soi. C'est pas quelqu'un qui n'a pas confiance, en fait, en lui-même va avoir tendance à se comparer également aux autres et du coup à se rabaisser. Donc du coup, c'est une comparaison permanente alors qu'on est tous très différents. Bah, quand on se regarde, bah oui, voilà, tout le monde est différent. Donc plus on se comparera et plus on se rabaissera en fait également. Donc du coup, oui, c'est très lié à la confiance, à la comparaison et également à l'élitisme en fait dans certains, on va dire, secteurs. Voilà. Alors, il y a une autre question. Merci déjà. C'était Franck qui posait la question. Et par rapport à l'analyse transactionnelle, je te rejoins, Franck, parce que comme c'est une relation avec les autres, une histoire de communication, des rapports aux autres, je vous invite à regarder Devox 2019, l'intervention de Anne-Sophie Girolemo, qui dure un petit peu longtemps. Elle a duré 3 heures. Mais moi, ça m'avait appris des choses sur l'analyse transactionnelle, Ah, alors cool. que je pensais que j'allais jamais rien comprendre. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et donc, Franck, ça pourra peut-être répondre aussi à tes questions. Alors, il y a une question de Dogenzen, donc je ne sais pas quel est le prénom d'ailleurs. C'est Céline. Je voudrais savoir ce qu'Aurélie entend par le conseil numéro 4, le feedback plutôt que la validation externe. Ouais. En gros, en fait, quand vous demandez une validation externe, c'est que vous attendez qu'on vous dise en gros soit tout est bien, soit on va dire tout est pourri, on va dire, et que vous y fiez en fait. Non, c'est en gros en fait c'est demander des retours pour vous améliorer, oui, mais faites-vous confiance en fait. Voilà, c'est pour ça. Des retours, oui, mais pas, on va dire, on n'attend pas un improvement, en anglais c'est chiant. On n'attend pas une excitation en fait. Shame. Non, mais ça répond à différentes questions en fait. Une validation, c'est est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu es content? Alors que le feedback, c'est plus en quoi j'aurais pu mieux faire et en quoi j'ai bien fait, en gros. Ce qui est complètement différent parce qu'après, tu actives tes leviers un petit peu différemment. Donc, Ouais. Ben, avoir des axes en gros d'amélioration, c'est très important. c'est ça. On a d'autres questions qui arrivent. Une question de Claude. Peut-on dire que ce syndrome trouve sa source de notre société de compétition et la place de l'individu dans cette compétition? De toujours mieux faire, en gros. Ah bah oui. Bah oui, en gros, en fait, si tu es dans un monde de compétition, tu te compareras aux autres. On en revient au même, en fait. Donc du coup, bah oui, bah si les gens sont individualistes et tout, bah ça pose un problème et on en revient en fait à, à, à la règle
avec les associations et les communautés du coup, parce que faire partie d'une communauté aide, parce que on se rend compte qu'on n'est pas seul et que tout le monde peut aider les autres et partager. Tout à fait. Et on s'entraide. Et on s'entraide, c'est super important. Une question de Myriam. Comment vraiment distinguer entre être victime du syndrome de l'imposteur et le fait d'être simplement nul? Alors, dans la grande majorité des cas, si tu te trouves nul, c'est que tu l'es pas. C'est cash en fait. C'est cash parce que en fait, si tu te poses la question, c'est que d'une, tu réfléchis. Donc, eh ben, tu n'es pas nul. Mais oui. Donc, non. On prend du recul, ouais. Mais ouais. Alors, je liste encore. Est-ce que, Célia, est-ce que ce syndrome est plus marqué chez les femmes? Et ça m'intéresserait aussi d'avoir des avis masculins. Alors, en fait, bah, On a cité Philippe tout à l'heure. la touche, tout pas particulièrement les femmes, sauf que là, en plus j'en parle en fait, et plus c'est des hommes qui me, qui me recontactent après en fait. Donc du coup, non, j'ai l'impression que au final en fait, ça touche tout le monde. Car en tant qu'homme, il, il y a également une pression de compétition permanente en fait. Donc non, j'en connais énormément du coup, dont Philippe Charrière, c'est Sébastien Blin, Horatio. Tous les grands là, tu fais waouh, ils sont trop forts. Ils souffrent également. Donc du coup, tu fais ah bah on, on, on est du coup pareil au final. Ouais. Alors, on est pareil au final. Après, moi, si je peux, bon, pour le coup, pour un En avis, tant qu'homme, du coup? en tant qu'homme, mais aussi en tant que, En tant qu'homme, attends. voilà, moi aussi en tant que, oui, en tant qu'homme, en fait, oui, on l'a comme les femmes. Après, moi, ce que je peux, enfin, constater dans le métier de l'informatique, du développement, enfin les métiers très techniques. Je suis comme je dis souvent, je suis un vieux développeur, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ça. En tout cas, à mon époque où j'ai fait mes études, il y avait 3 filles pour 60 garçons. Et même dans tous mes métiers, moi j'ai toujours eu l'impression qu'on demandait aux femmes en fait de prouver un peu plus qu'elles étaient légitimes à un métier technique. Je vais schématiser, en gros, c'était des très bons chefs de projet, fonctionnels ou tout ça. Par contre, dès qu'on avait de l'expertise technique, j'ai l'impression, enfin moi c'est ma vision d'homme en tout cas, mais encore une fois, qu'on leur demandait de prouver un peu plus. Et donc je pense que ça ne doit pas aider dans le syndrome de l'imposteur de tout le temps avoir l'impression qu'on doit prouver plus, alors que quelque part, il n'y a pas de raison de prouver plus, on est légitime pareil. Alors c'est peut-être générationnel aussi parce qu'on oui. a 2-3 générations de différence. Voilà. Et c'est vrai que... 3, 4, 5, allez. J'ai moins cette impression-là en fait, parce qu'on était toujours peu nombreuses, pareil en DUT et puis après, mais tu avais moins ce devoir de prouver. Alors après, je dis pas, dans les entreprises, il y a encore des gens qui pensent comme ça, mais et moi, je suis d'accord pour dire que hommes et femmes, finalement, Oui, même combat. Quoi. On le ressent aussi, de toute façon. Ouais. Ouais. Alors, on continue dans les questions parce qu'il y en a plein, c'est chouette. Ah ouais, c'est cool ça. Alors, Sébastien a témoigné en disant justement, nous, on est beaucoup touchés, nous aussi. Oui. Non, j'ai fait au-dessus. Alors, une question de Myriam, comment avoir confiance réellement et sans tomber dans le syndrome de Dunning-Kruger? Je ne connais pas. J'ai fait une recherche. Donc, le syndrome de Dunning-Kruger,
j'en ai entendu parler, mais là, voilà. Google, s'il te plaît. C'est être sûr de soi, j'imagine. C'est au contraire ne pas se remettre en question, du coup. Confiance réellement. Tenue Ah bah, couverte. je me renseignerai. Et Daniel pose la question, ce syndrome va-t-il de pair avec la peur de l'échec? Alors en fait, oui. Parce que on a peur en fait de mal répondre, de mal faire. Alors que, comme je te l'ai répété, personne ne sait tout et on, on apprend en fait de nos erreurs. Donc du coup, oui, avoir peur de tomber, de l'échec, hein, c'est très lié du coup. Alors que tu apprends en tombant au début, hein, c'est ça. Tu marches. Ah, c'est comme nous en fait, quand on travaille dans l'informatique, ce que je répète en fait quand on me demande qu'est-ce que je fais en fait moi dans la vie, je crée des bugs. Ah bah oui, attends, je crée des bugs et donc je suis payée en fait à faire des erreurs limitées à chaque fois. Hein. On évalue à chaque fois tous les risques et compagnie, mais on est quand même payé à faire des erreurs et à apprendre de nos erreurs en fait. Donc du coup, et ben, ça nous habitue en fait également, je pense, à moins avoir peur de faire des boulettes et à sauver les choses, faire des backups. Oui, attends, avant d'exécuter cette commande très importante, sauvons et puis après on verra. Et oui, oui, heureusement du coup que tu as tout, voilà. Donc oui, c'est très lié du coup. En phase. On a aussi une petite remarque, un retour d'expérience de Zineb. Oh, Zineb, ouais. Pour mon expérience perso, mes parents ont tout voulu l'excellence quand j'étais enfant et disaient rapidement « Pourquoi t'as fait ça? T'es nul ou quoi ?» Donc, syndrome de l'imposteur dès 8-9 ans. Ah oui, non. Et ça commence tôt, hein. Ouais. Et Sébastien qui rajoute aussi. C'est tôt. Plus en fait, c'est du coup ancré en fait. Donc du coup, pour le dépasser, c'est compliqué du coup. Oui, c'est difficile à combattre quand c'est bien ancré, je suis d'accord. Sébastien rajoute aussi, mes parents aussi cherchaient l'excellence sans me rabaisser. Par contre, c'est probablement lié à l'enfance de toute façon, comme beaucoup de choses, effectivement. On est d'accord. Oui. Tout s'explique. On est d'accord avec ça tous, je crois. Hein. Ouais. Une nouvelle question de Franck. N'est-ce pas de plus en plus grave pour les jeunes qui passent leur temps devant les réseaux sociaux et qui vivent une vie extraordinaire par procuration? Tu penses à toutes les émissions des ch'tis à Monte-Carlo, enfin, je sais pas où. Je n'en ai aucune idée parce que je ne pas du tout. Alors, non, mais je pense que quand même, les jeunes, on va dire, ils réfléchissent également. Donc en gros, tous les jeunes ne veulent pas du coup être un ch'ti à je ne sais où. Sorry les ch'tis. Hein. Être un ch'ti, donc du coup, je sais où.
être un un youtubeur, et voilà, voilà, c'est le terrain en fait. Non, je pense que non, comme nous en fait, toutes les générations sont très intelligentes, je pense. Donc non. Voilà. Donc, pour toi, Croisons les c'est doigts. pas, voilà, c'est pas, comment dire, accentué par le fait que maintenant tout se passe Bah, ouais, t'en as quand virtuel. même pas mal en fait qui pensent qu'ils vont être du coup joueurs de jeux vidéo streamés du coup voilà trop. T'as là. Mais il y en avait Et déjà avant. tout ce monde, toi. Voilà. Ah, à l'époque, nous, t'avais quoi bah, tous les jeunes en fait qui voulaient être Zidane. Yahoo! Mais voilà quoi. C'est ça. Donc, du coup, on va dire que j'espère en fait que non, que les jeunes ne pensent pas tous du coup à être une star sur internet ou autre en fait. Croisons les doigts pour ça. Et on continue d'apprendre ce soir. Il y a Raphaël qui donne des précisions sur l'effet Dunning-Kruger. J'espère que je dis bien. Aussi appelé l'effet de surconfiance. C'est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. On peut le rapprocher de l'ultra-crépidarianisme. Ça vaut super chat ça sur Scrabble. Attends. Ultra Je vais le noter. crépidarianisme. Merci Raphaël. Mais du coup, ouais, c'est ce qu'on avait évoqué, le fait de surestimer ce qu'on vaut. Et... Ouais, je suis pas, on va dire, trop sur ce domaine, donc du coup. Oui, je me vois, sens pas voilà. concernée. Je ne sais pas, donc voilà. On a une remarque de Yannick aussi. En relation avec ça, je me suis retrouvée dans le syndrome de l'imposteur après être tombée du pic de la stupidité. Le pic de la stupidité. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était terrifiant de ne plus savoir rien faire après avoir été trop sûre de soi. Ouais, ah oui. Bah, en gros, en fait, dans l'informatique et dans à mon avis également d'autres domaines, en fait, on a une courbe. Au début, en fait, on croit qu'on apprend vite, qu'on est trop fort, et on tombe des nues, car on se rend compte que plus les années en fait passent, et moins, enfin, moins on croit savoir de choses, et du coup, plus on se focalise sur ces acquis en fait pour y approfondir. Et c'est un petit pic en fait où quand tu dois par exemple apprendre un tout nouveau langage en fait, et ben là tu te trouves très nul parce que là tu fais ah bah ça je connais pas, donc Google tu fais putain mais Google c'est ton ami à vie hein, de toute façon. Ça c'est enfin voilà quoi, tu recherches et tout, mais oui ce pic là tu l'as en fait parce que tu dis ouais je suis trop fort, et là tu fais oh, je me sentais on va dire trop douée. Intouchable. Voilà, ouais, toujours, je trouve ça. Sauf que quand tu te rends compte de, on va dire, tout ce qui te reste à connaître, c'est là que tu apprends des choses en fait. Oui, tout à fait. Mais voilà, tu grimpes en fait comme ça, pas. Ouais, c'est bon quoi. Oui, ouais. C'est vraiment plus. On a une question très intéressante et un peu plus personnelle. Alors, de quelqu'un qui s'est connecté avec son Redmi Note 95.
Je les salue. Non, 9S, pardon. Comment arrives-tu à gérer la différence de diplôme? Je n'ai qu'un bac+3 et face à des bac+5 sortant d'écoles plus cotées ou plus directement liées au métier que je me sens toujours inférieure. J'ai une licence littéraire, je bosse dans la com et un cours de reconversion dans le dev web. Alors, en fait, moi, j'ai fait un baccalauréat STT, donc c'est sciences et technologies du tertiaire, informatique de Tillon et un BTS, pareil en fait. Et puis, bah, comme le master, bah, c'est non, au revoir Aurélie. Donc j'ai bifurqué, on va dire, sur une licence pro pour avoir un bac+3 en fait. Et bah oui, tu gagnes en fait plus. Pendant une dizaine d'années, j'ai galéré grave côté salaire en fait déjà, parce que pas mal en fait d'entreprises ont des grilles de salaire, la bonne école, le bon diplôme. Alors toi t'es où? T'es bac+3? Ah, voilà quoi. Donc, du coup oui c'est chiant, c'est galère, mais j'ai remarqué en fait que de plus en plus les entreprises, mais pas les plus grandes, parce qu'elles gardent les grilles, etc. Et c'est vraiment dommageable. Donc les plus, on va dire, petites, se focalisent du coup, on va dire, plus sur ce que tu sais et si tu as la capacité d'apprendre en fait. Je suis d'accord. Tu es motivé, tu apprendras. Donc du coup, c'est on va dire bête de on va dire bête de disqualifier on va dire quelqu'un si cette personne ne connaît pas on va dire une technologie parce que si elle est motivée, elle apprendra de toute façon. Donc du coup, ça, on va dire ce problème-là, ça s'arrange, mais c'est long, ça prend du temps. Et grâce aux organismes de formation, du coup, qui aident à la reconversion en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, ça a aidé en fait à faire le distinguo entre développeur et ingénieur informaticien. Il y a une différence et c'est du coup très important de la marquer. On peut être développeur sans un bac+12 en fait. Et puis, il y a un truc que tu as Voilà. dit tout à l'heure aussi, Aurélie, que moi, Hein? il y a un truc que tu as dit tout à l'heure et que j'ai noté que j'aime particulièrement. Tu as parlé des reconversions. Ouais. Et en fait, témoignage, vraiment au quotidien, on s'est fait sortir comment dire, de situations, de projets un peu compliqués par des gens qui pensaient autrement parce qu'ils venaient d'autres métiers. On a des laborantins, par exemple, là où je travaille. On a eu des gens qui ont travaillé dans l'optique. On a eu des gens qui ont fait du design. D'autres, enfin, voilà, c'est super varié. Et en fait, quand tu appréhendes un problème, alors oui, tu auras l'analyse qu'on t'a appris à l'école, l'analyse primaire, voilà, comment on fait pour résoudre un problème. Et puis, tu as l'avis des autres. Et c'est super étonnant des fois. Sur le terrain, c'est juste… voilà. Moi, j'aime beaucoup bénéficier de ces avis-là parce que justement, ça diffère de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, quoi. Donc, c'est une force, la différence. Exactement. La phrase de Zoé. Ah mais oui, oui, oui. Alors, j'ai peut-être manqué des choses. Alors, Claude, en tant qu'imposteur XXL,
Pas de diplôme post-bac. Dans mon cas, je préfère l'appeler le syndrome de l'autodidacte, qui a été un vrai moteur pour moi pour acquérir des connaissances et du savoir, faire et être. Comme l'a évoqué Aurélie, participer à des forums et partager à travers de communiquer m'a permis de gagner en assurance. Ouais. Ouais. Mais Merci pour ce retour d'expérience. tu as raison, en fait, parce que oui, parce que quand les personnes en fait, qui apprennent d'elles-mêmes ont du coup tendance à se comparer au plus 5, hein. Genre. Et alors que quand tu as appris par toi-même, en fait, tu as, on va dire, travaillé déjà grave. Jour, nuit, et voilà quoi. Et autres. Et tu amènes ton bagage, en fait. Comme tu as dit, Fanny, c'est très important. Tu n'as pas été moulé, en fait, je veux dire. tu n'as pas été dans les cases de l'école, formaté même, tu vois. Donc, du coup, oui, c'est les personnes autodidactes, ouais, souffrent énormément de ce syndrome-là, alors qu'elles sont très compétentes. Donc, bravo tous là, hein. Oui. Cécile, je pense que tu l'as pas vu, qui parlait aussi de la hiérarchie qui a son rôle à jouer. Je pense qu'effectivement, on sous-estime aussi le rôle dans les entreprises des différents. Alors, il y a des responsables très bienveillants, hein. Je ne suis pas en train de dire que tous les responsables ne sont pas bienveillants, mais voilà, que de temps en temps, en fait, la pression hiérarchique fait aussi que dans certains cas, on peut un peu aussi entretenir ce syndrome-là chez les collaborateurs. Notamment, moi, je connais certaines entreprises qui ont plutôt tendance à tout de suite aller chercher un consulting externe qui a tout de suite plus de valeur, plus de poids, pour dire parfois la même chose que ce qu'on pourrait dire en interne. Et en fait, ça, c'est aussi assez terrible pour la confiance et pour justement ce syndrome de l'imposteur. C'est qu'à un moment donné, en fait, on entretient ça aussi dans certaines entreprises. On entretient un peu ce côté, non, on va faire appel à l'extérieur parce qu'ils savent mieux que vous. Et effectivement, le côté hiérarchique, managérial, dans le monde pro, en tout cas, il est hyper important. Comme les parents sont hyper importants pour les enfants, on en vient au même. On est un peu les managers de nos enfants, quelque part. Oh la vache. Oui. Oh, oula. Ouais. Leur faire un planning et tout. Oui, voilà, ouais. Alors, mais oui. Ouais. Du coup, est venue l'heure, parce qu'on n'en a pas parlé. Non, là. Ah oui. Alors ça, c'est celui qui est à rendre, parce que c'était le tien, ça, Aurélie, je suis désolée. Celui que tu as gagné, voilà. Mais il va falloir, à un moment donné, faire gagner quelqu'un, le magnifique t-shirt d'Alix. Oui. Voilà, il claque, hein. Je suis désolée, il est un peu fluo. Hein. Petit chat, attends. Il est en cours de réimprimage. Donc, dis-nous, qui c'est que tu veux faire gagner? Et puis sinon, tirage au sort, on a un générateur automatique s'il n'y a pas de critères de choix possible. Ah ouais, c'est tendu, ouais. Ah, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Hein. Si, tiens. Ah ouais, tiens. Je vais vous donner une anecdote et vous devrez deviner du coup quel âge j'ai aujourd'hui. Allez, chiche. Chiche. Allez, on fait comme ça. Alors, il faut bien écouter. Hein. On se concentre. Concentrez-vous parce que c'est très très dur. Dans le chat. Et oui, répondez dans le chat du coup. Le chat. Prêt? Alors, j'ai mis 35 ans à me dire que j'étais fière de moi. Donc, d'une, ne faites pas la même erreur, on va dire, que moi. Et dites-le vous, du coup, avant. Et du coup, quel est mon âge là, du coup, maintenant,
depuis 1h, tiens d'ailleurs. Tu auras joué, moi. On a le droit de jouer. On ne se comptera pas, mais on a le droit de jouer. Alors, donc, j'ai mis 35 ans à me dire en fait que j'étais fière de moi. C'est très compliqué encore d'ailleurs, je trouve. Hein. Fière de moi. Allez. Alors, voyons voir. Est-ce que tu vois des bonnes réponses dans le chat? Alors, je regarde. Toujours pas, tiens. C'est vrai? Non. Alors, attends. Attends, qu'est-ce qui manque? Je regarde. Hein. On est en base 10, hein, pas... On n'est pas en binaire ni en... ah mince, alors attends. Alors, si j'ai mis 35 ans. Voilà. Okay. Il y a une bonne réponse? Ouais, il y en a une. On peut pas gagner de t-shirt, je crois. C'est vrai? Ah. Mais bon, mais oui. Mais oui, voilà. Ouais. Sébastien, c'est ça? Bah, ouais. Ouais, je crois que c'est le premier, hein, je regarde. Ouais, donc 36, ouais. Mais oui, bah oui. Donc du coup, ne faites pas la même on va dire, erreur que Bibi, en fait. Bah oui, que Bibi, ouais. Parce que, bah, en gros, en fait, c'est donc le premier jour du déconfinement. Tiens, il y a, voilà quoi. Du premier, hein. Voilà. J'ai eu un stage en fait pour la prise de parole en public. Attends, c'était quoi le truc? Voilà. Donc un stage de 2 jours sur l'approche théâtrale de la prise de parole en public. C'était très intense. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai toutes les émotions là j'ai eu, donc chouette. Et du coup, bah, on va dire le coach là, il m'a du coup poussé à dire du coup devant les 8-9 participants, bah, que je suis fière de moi. Ouais, voilà. Donc, du coup, oui, c'est con, mais 35 ans quand même. Ah, mais pourquoi? Voilà. Donc, du coup, ne faites pas comme moi et soyez fiers du coup de vous, parce que vous pouvez l'être du coup au final. Donc, voilà. Bah, merci Aurélie. Soyez fiers. Bravo. Donc c'est Sébastien qui a gagné son t-shirt Adix cette fois-ci. On essaiera d'être livré un peu plus rapidement. Bravo. D'accord. Ah oui, très bien. Tu nous envoies toutes ces coordonnées. Voilà. Tes mensurations, tout ça, voilà. ta date de naissance. T-shirt, coordonnées. Tes mensurations? Ah ouais. Attends. Ouais, eh ben dis donc. Ah ouais. Merci encore beaucoup Aurélie. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Merci pour tout.